Douce France prend aujourd'hui la route de la région Centre, un concentré de raffinement et de verdure entre le Val-de-Loire des Rois de France et le Berry enchanteur. En Touraine, Xavier le maraîcher entonnera l'hymne de la biodiversité qu'il célèbre jour après jour dans son champ de pagaille. Grimper aux arbres, c'est dans les cordes de Cédric, amoureux fou de tout ce qui a un tronc et des branches. Au château de Villandry, la famille d'Henri a redonné toute sa superbe au fameux potager Renaissance. Dans ses champignonnières, Maurice a sculpté une incroyable ville souterraine. Au fil de la Loire, Jean nous invitera à voguer sur ce fleuve capricieux et fascinant. Avec Chantal, au château de Chaumont, le jardin fait son festival et il y en a pour tous les goûts. Silence demandé dans la Brenne à l'heure de l'observation des oiseaux et de la capture de la terrible écrevisse rouge. Dans le Berry, Bernard le luthier fera sonner ses vielles d'hier et d'aujourd'hui. Enfin direction la Borne, le village des potiers où David célèbre l'art du thé. Notre première étape nous emmène en Touraine, entre Loches et Chenonceau, au pays des amoureux des plantes. Dans le Val-de-Loire, le fleuve et ses affluents concentrent les richesses naturelles et patrimoniales. Silhouette lumineuse et délicate, le château de Chenonceau ne se lasse pas de s'admirer dans les eaux du Cher. Le château des Dames, comme on l'a baptisé, doit sa renommée à ses somptueux jardins ainsi qu'à son architecture exceptionnelle héritée de la Renaissance. Diane de Poitiers et sa rivale Catherine de Médicis sont les dames auxquelles il doit sa beauté. À une vingtaine de kilomètres au sud de Chenonceau, Chédigny est un charmant petit village connu localement pour ses roses et pour son maraîcher Xavier, militant passionné de la biodiversité végétale. Ce qui me séduit chez les végétaux, c'est que ce sont des êtres vivants silencieux. Et ça, c'est un côté, moi, qui me séduit pas mal, que je trouve agréable. Et du coup, bah oui, effectivement, on leur adresse la parole, ouais, parce que c'est avant tout des êtres vivants. Alors, ça, c'est le poivre des moines. Donc, c'est une plante assez intéressante, parce qu'elle était cultivée dans les monastères, puisque les moines n'avaient pas le droit au poivre, hein. C'était jugé un petit peu trop excitant pour eux. Donc, ils avaient droit à des succès d'année. Et voilà, ça, c'était une des plantes à laquelle ils avaient droit. La baie est relativement âcre et assez forte. Ce qui est drôle, c'est que ça fait 5 ans que moi, j'essaye de le faire germer à la maison. Je ne suis jamais arrivé. Et qu'il était tout simplement dans le village. Alors là, Delphine va faire bouture de tête. De toute façon, après, c'est les conditions qui font qu'elles poussent. Du moment qu'on leur garantit une atmosphère tropicale, tout ce qui nous semble intéressant, on l'essaye. Je ne suis pas du tout dans l'idée du légume ancien, légume oublié, etc. C'est la diversité qui m'intéresse. Alors souvent, on va revenir sur des variétés ou des espèces anciennes, ou alors sur des variétés ou des espèces qui ont été essayées à une époque et puis abandonnées. C'est le cas de la poire de terre, de l'oca, de l'uluc, etc. Mais les goûts ont évolué depuis, nos habitudes alimentaires, nos habitudes de jardinage aussi ont changé. Et donc ces plantes-là, en fin de compte, elles sont beaucoup mieux adaptées à être produites maintenant qu'il y a ne serait-ce que 100 ans ou 150 ans. Aidé de jeunes maraîchers en herbe et grâce à son expertise et à son enthousiasme, Xavier est devenu le fournisseur et le consultant de grands potagers de la région, comme ceux du château de Chaumont ou du château de Valmer. Ici, c'est pas un métier au sens propre du terme, c'est un mode de vie. On vit comme ça. Bon, alors là, je suis content, c'est celle qui a réussi à passer l'hiver. C'était pas facile.
Donc ça c'est le roram, c'est la renouée coriandre, c'est impressionnant, on dirait une mauvaise herbe, on a un polygonum qui ressemble à ça. Celle-là elle est invraisemblable, c'est le plectantre, c'est le thym des Antilles, alors là parfum de thym citron, mais faut juste chemiser les plats avec, hein, sinon c'est beaucoup trop puissant. On a une infinité de plantes alimentaires possibles, produites pas forcément loin de chez soi. En hiver, on a vraiment une vraie diversité de légumes, qui ont des vraies saveurs, qui ont des vraies capacités à se conserver, qui ont une vraie valeur nutritive. Or, on n'en profite pas. Là, j'ai un souci sur mes bonbons de citron. Ah, ma petite sauge ananas. Hop là. Moi, ce que j'aime dans certaines plantes, c'est quand elles ne sont pas discutables. C'est-à-dire que voilà, si elle s'appelle sauge ananas, il faut vraiment que le parfum soit là tout de suite direct. J'entends plus ça, mais il y a 10 ans, je l'ai entendu énormément. Et ça se mange, vos trucs. Et alors quand des grands chefs comme Bernard Charret, comme Alain Passard aussi, qui fait un gros travail sur ces espèces et ces variétés, disent que non seulement ça se mange et que c'est très bon, après, quand on met entre les mains voilà, un tubercule de poire de terre à un chef et qu'il la sert dans un coulis au chocolat, voilà, là ça prend toute sa dimension. Installé en rive sud de la Loire, le château d'Amboise a été une résidence royale à partir de 1434. À la Renaissance, au tournant du XVIe siècle, il accueille la cour des rois de France Charles VIII et Louis XII. François Ier, lui, y séjourne beaucoup moins souvent. Toutefois, le souverain poursuivra l'œuvre d'agrandissement de ses prédécesseurs, en grande partie détruite sous le Premier Empire. À l'orée de la forêt d'Amboise, la pagode de Chanteloup évoque le souvenir du duc de Choiseul. Exilé sur ces terres, ce ministre de Louis XV fit édifier vers 1760 un somptueux château qu'on n'hésita pas à comparer à Versailles. Cette curieuse chinoiserie en est le seul vestige. Sous la canopée, dans l'intimité des forêts tourangelles, certains ont développé des relations privilégiées avec les arbres. C'est le cas de Cédric, ancien contrôleur aérien reconverti en arboriste grimpeur. Et on dit souvent que quand on est face à un arbre, on est face à soi. Et ben, en fonction des jours, en fonction de l'arbre, je sais qu'il y a des arbres avec lesquels j'ai pas les mêmes rapports avec tous. Alors je sais pas s'ils me parlent, moi je leur parle en tout cas, pas forcément avec des mots. Qu'en fait j'ai beaucoup de rapports avec beaucoup d'arbres. je suis assez infidèle. On va s'arrêter par là du coup. Le but là, après la petite balade, ça va être de faire la salutation aux arbres. Donc l'idée c'est de trouver un arbre, de choisir un arbre. Et puis l'idée c'est de le prendre bien fort dans vos bras, de lui faire un gros câlin et puis de le laisser venir ce qui vient. Alors prenez le temps de bien le choisir votre arbre. J'aime à dire que c'est les arbres qui sont venus me chercher en fait. Je sais pas comment je suis arrivé à ça puisque j'étais pas un amoureux des arbres, ni de la nature, ni de rien du tout. Et c'est venu doucement. Et pendant ma reconversion, j'ai découvert le monde du vivant en fait. Et ça a changé ma vie. Ok, ça va? Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment basé sur le bien-être du moment. Donc on dit toujours aux gens, chacun son sommet. C'est-à-dire que nous, que les gens soient heureux à 5 mètres, à 10 mètres ou à 20 mètres, l'essentiel, c'est qu'ils soient bien là où ils sont. Donc après, oui, à peu près tout le monde peut grimper en fonction des techniques, mais ce qu'on équipe là est quand même très accessible. Donc nous, on va grimper sur un Quercus cerris, c'est le chêne chevelu. Voilà, qui nous attend depuis avec grande impatience et nous aussi. C'est parti ? C'est parti. Allez, feu.
L'installation des cordes est un moment crucial. Elle garantit la sécurité des stagiaires et le respect de l'intégrité de l'arbre. Bon, on grimpe, nous? Alors, je vous tends les cordes. Vous vous asseyez dans les harnais. On met la pédale à peu près au niveau des hanches. On met le pied dans la pédale. On prend la corde de progression. Super. Le talon sous la fesse, très important. On se met debout et on monte son nœud. Il y a des arbres que j'aime beaucoup grimper, les grands platanes. C'est magnifique à grimper parce que c'est très espacé. Il y a des déplacements, des bouts de branches à faire énormes. Une peupleraie comme ça, bon, ça m'excite moins qu'un chêne de 250 ans avec des bras énormes ouverts qui te dit viens, 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 je t'attends quoi. C'est pas la même émotion quand même. Voilà, super. Et vous prenez votre temps, hein, c'est pas une course. Hein. Et profitez de regarder le paysage qui change au fur et à mesure. Hein. La forêt tropicale, je suis monté à presque 57 mètres, avec des vues incroyables sur une forêt vierge et à perte de vue. Ça nous remet à notre place d'animal. Alors, ce qu'on peut faire, on va faire deux choses. Je vous propose deux choses. La première, c'est de refaire un petit temps calme comme on a fait tout à l'heure. Et puis après, si vous voulez, on pourra faire un ou deux petits pendules. Parce que là, c'est un arbre qui s'y prête. Un endroit où je rêverais de grimper, ce serait, je pense, dans le parc de Yellowstone, avec les plus grands séquoias de la planète, les plus grands arbres du monde. C'est des arbres protégés, c'est très compliqué. Mais de grimper dans un arbre géant, un vrai géant, hein. Parce que les vrais géants, ils font plus de 100 mètres, quoi. Ça, ce serait un truc que j'aimerais faire une fois dans ma vie. Au moins aller les voir et leur faire des petits câlins. Revenez un petit peu par ici tous les deux là. Juste décolle les pieds du sol. On fait un bisou au charme. On revient et on pousse derrière, pousse derrière. Magnifique. Les trois en même temps? Ouais. C'est une rencontre en fait. Avec le végétal. Mais c'est vrai qu'il y a des échanges. L'arbre qu'on a grimpé cet après-midi, j'ai un petit manque. J'ai l'impression de ne pas avoir fini ma journée avec lui. Voilà. Donc il faudrait que j'y retourne pour finir ça justement. L'ancienne forteresse de Chinon est un témoin majeur de l'histoire de France. C'est ici que Jeanne d'Arc viendra convaincre Charles VII de bouter les Anglais hors du royaume pendant la guerre de 100 ans. Les châteaux de la Loire incarnent tous des pans d'histoire. Langeais n'échappe pas à la règle. À la fin du XVe siècle, Charles VIII y épousa Anne de Bretagne. L'Armorique devenait terre de France. Achevé au milieu du XVIe siècle, Villandry est le dernier des grands châteaux édifiés en Val-de-Loire à la Renaissance. Acquis en 1869 par un médecin espagnol, c'est aujourd'hui son arrière-petit-fils, Henri, qui perpétue la splendeur de ce jardin hors du commun où le chou est aussi noble que la rose. Ce qui est particulier de Villandry, de ses jardins, de l'architecture du château, c'est que les choses ne sont jamais tout à fait les mêmes au fil des saisons. Et également dans la journée. Il y a le soleil du matin, le soleil du midi, le soleil du soir. Et le soleil joue en quelque sorte avec la végétation, avec la pierre. Toute la journée, je me promène dans les jardins et jamais je ne m'ennuie. Toujours, je trouve quelque chose de différent et de stimulant. Ici, vous avez une structure géométrique. C'est un jardin très formel qui nécessite beaucoup d'entretien. Ce potager dans lequel nous nous trouvons, pour donner un exemple, la simple taille de ces petits buis prend 3 semaines à 4. Mais il n'y a pas que les buis, il y a aussi les tilleuls, il y en a 1200 que l'on taille individuellement, il y a 8 km de charme, il y a les pommiers, les poiriers, les rosiers, ce qui fait que les jardiniers sont toute l'année en train de tailler. Ces jardins sont étagés, alors vous avez le jardin d'ornement au niveau second, la grande pièce d'eau au niveau 3e. Et puis je viens, avec l'aide d'architectes paysagistes, de créer ce jardin dit du soleil, à partir d'une esquisse qu'avait laissée mon arrière-grand-père. Ce jardin du soleil est plus naturel,
Et il y a une petite fantaisie apportée par des allées un peu sinueuses qui rappellent le jardin à l'anglaise. Mais tout est bien encadré par un cloître de charme pour respecter les principes généraux d'organisation des jardins à la française. La famille Carvalho a sauvé Villandry de la démolition. Joachim, l'ancêtre d'Henri, a abandonné une brillante carrière scientifique pour redonner vie au lieu et redessiner le potager décoratif de la Renaissance. À Villandry, il y a une dimension familiale qui est affirmée, je pense. Mon arrière-grand-père au départ, mon grand-père, mon père a pris la décision vraiment d'y consacrer sa carrière, sa vie. J'ai aucune formation en matière de jardin ou d'architecture ou de peinture ou de tourisme, mais j'ai tout appris sur le terrain et dès l'enfance en fait. Et donc vraiment j'ai eu à cœur de poursuivre l'œuvre familiale. Le fait qu'une famille s'occupe d'un monument, c'est plutôt favorable parce que globalement, ce château ne coûte rien à la collectivité, en quelque sorte. C'est la famille qui le prend en charge, mais il fait partie du patrimoine national, ce château. Il est classé monument historique ainsi que les jardins. Et évidemment, on ne compte pas notre temps, on est passionné par le sujet. Les jardins sont ouverts vraiment tous les jours, toute l'année. Et c'est très beau en hiver. Il n'y a pas toutes ces couleurs, toute la végétation, mais il y a justement la grande sobriété des formes. On passe en noir et blanc, en quelque sorte. Notre prochaine étape nous emmène entre la Loire et le Cher pour une découverte aérienne, souterraine et fluviale. À Blois, l'élégant pont Gabriel fut partiellement détruit à 3 reprises. Pour empêcher les Chouans de le franchir en 1793, puis les Prussiens en 1870 et enfin l'armée allemande en 1940. À Bourré, au bord du Cher, le sous-sol a fourni durant des siècles la pierre blanche des châteaux, le tuffeau. Puis les anciennes carrières sont devenues champignonnières. Maurice exploite l'une des dernières du Val-de-Loire. Moi, je suis issu d'une famille de champignonnistes. On va dire que je suis, malgré moi, le dépositaire familial de 3 mondes qui se sont éteints. L'extraction du tuffeau, mon arrière-grand-père était un des derniers bateliers qui transportait le tuffeau sur le Cher. Puis mon grand-père a mis en place la culture des champignons. Et enfin, on a vécu la fin de la culture du champignon dans les années 90. On cultive du champignon de Paris dans les carrières pour 3 raisons. L'humidité, 85% d'humidité, température constante et ambiante toute l'année, 14 à 18 degrés, et une très bonne ventilation, puisque le champignon, comme nous, a besoin d'oxygène. On s'est progressivement lancé dans la culture de champignons dits exotiques, le pleurote, le pied bleu, le shiitake, qui sont des champignons qui ont des valeurs ajoutées un peu plus importantes, qui nous permet encore de continuer, avec quelques employés, à produire du champignon en souterrain. Je suis né quasiment dans ces carrières. En tout cas, j'ai passé une partie de mon enfance ici. Avec des copains, on se promenait, vélo, bataille d'eau, cache-cache. C'était un terrain de jeu idéal. Mais j'ai aussi assisté à mon adolescence à la fin d'un monde. Il y avait 300 employés dans ce petit village de Bourré, le plus petit village du Loir-et-Cher. On récoltait 70 tonnes de champignons par jour. Et aujourd'hui, tout ça s'est arrêté d'un coup. Et c'est peut-être un peu ce choc qui m'a conduit à vouloir continuer à m'amuser dans ces carrières. Maurice a créé une véritable ville souterraine, taillée directement dans le tuffeau. La rencontre avec un tailleur de pierre et cette envie de témoignage nous a conduit à commencer, tâtonner, tailler dans la masse, ce qui ne s'était pas fait. Et puis, petit à petit, on est resté sur un village vraiment du début du siècle, 1914. Le fait marquant ici, c'est que tout est taillé dans la masse, donc c'est pour de bon. Il n'y aura pas de risque
de décèlement. On peut imaginer que dans 200, 300 ans, sauf si la galerie s'effondre, des générations futures pourront découvrir une église du XIe siècle, le colombage, un hortoir, un projet un peu fou. On a quand même enlevé 15 tonnes de pierre des parois de cette salle en 3 ans, petit bloc par petit bloc, mais aussi gros bloc par gros bloc. On a presque rejoint les rois de France, si je puis dire. C'était les châteaux à l'envers, en se disant on va marquer notre temps, de manière assez limitée bien sûr, dans ce souterrain, mais pour les générations futures. Comme Bourré, le village de Thro a connu la période faste de l'extraction du tuffeau. Et il en a aussi hérité de très nombreuses habitations troglodytes, jadis appelées les caves demeurantes. Retour sur les bords du Cher, à Montrichard. Le donjon millénaire de Fulquenera, ce cruel comte d'Anjou, continue d'offrir à la ville son panache moyenâgeux. Surgissant de la forêt de Boulogne telle une immense nef blanche, Chambord. Folie grandiose d'un roi ambitieux et passionné d'art, François Ier. Son délire architectural annonce et surpasse même Versailles. Un roi qui rêva de détourner la Loire, elle qui ne s'apprivoise qu'à bord de bateaux traditionnels. Sur l'un d'eux, Jean, le batelier de Chaumont, satisfait son idéal de liberté. C'est un site ici qui est un peu particulier parce que j'y viens quasiment tous les jours depuis une dizaine d'années et que si je n'y viens pas, ça me manque. C'est quand même un endroit particulièrement beau. Putain, qu'est-ce que c'est sympa quand même là. Je me vis comme un grand privilégié de pouvoir fréquenter ce lieu-là. On va au NAS ? Tranquillement ? On est pris par un rythme très particulier, très lent et constant, et qui parle certainement de quelque chose de profond à l'intérieur de soi, qui est l'idée du temps qui passe. À l'aube ou au crépuscule, Jean et Aurélien invitent à partager ces petits moments d'éternité à bord de l'un des bateaux appelé Tout, que leur association a remis en Loire. On bouge sans bouger. Et ça implique forcément un état d'esprit. Les gens de l'eau ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont à terre. C'est un pays où il y avait des pêcheurs tous les 5 kilomètres. Aujourd'hui, on n'en compte plus beaucoup. Alors que c'était quand même le centre même de la vie. Ici, c'était sur l'eau, c'était dans notre région, c'était sur la Loire, le transport, le lavage, l'extraction de matériaux, etc., etc., la pêche. Eh bien, aujourd'hui, c'est déserté, il n'y a plus personne. D'Orléans à Nantes, on ne compte plus qu'une quinzaine de pêcheurs professionnels. Philippe est l'un des rares à utiliser encore la technique du filet-barrage qu'il manœuvre depuis sa toux cabanée. Une activité traditionnelle et un rôle de vigie environnementale. C'est un fleuve qui est sous surveillance et on a quand même des systèmes de préservation aujourd'hui qui nous indiquent que les choses vont pas si mal que ça. L'eau est de bien meilleure qualité qu'il y a une trentaine d'années, par exemple. Les gens se conduisent depuis quelques années beaucoup mieux. Autrefois, c'était le bout du jardin, c'était quand la déchetterie était fermée, on amenait les matelas, les sommiers, les chutes de placoplates et tout ça. On voit de moins en moins ça, c'est-à-dire que les gens sont plus respectueux, sont plus attentifs. Salut. Salut Jean. Ça va? Salut Aurélien. Alors, vous avez fait bonne route? Ah bah... Les 2 premières de la semaine, tu vois. Ouais.
C'est des poissons frais. Hein, Il n'y a pas plus frais que ça. Un poisson de mer qui remonte finalement dans le centre de la France tout seul avec ses propres nageoires. Oui, c'est ça. C'est que ça y dépense pas de pétrole, celui-là. J'ai vu ce fleuve et j'ai tout de suite été attiré. D'ailleurs, tellement attiré que ça m'a fait peur et j'ai eu une forme de répulsion pendant des années. Quand je suis revenu, c'est-à-dire il y a 12-13 ans à la Loire, après j'ai plus pu la quitter. C'est-à-dire que si on regarde trop la Loire, après, c'est fini, on ne sait plus faire que ça. À Chaumont, il y a le fleuve, bien sûr. Des maisons sagement alignées le long du quai. Un balai de barques aux voiles blanches. Il y a aussi un château de contes de fées entouré d'un parc enchanteur. Depuis 2007, l'une de ces fées s'est penchée sur le domaine, réputé pour son festival des jardins. Un rendez-vous envoûtant que Chantal mène désormais à la baguette avec charme et doigté. Je suis arrivée ici par passion pour les jardins. C'est une passion qui personnellement est très ancienne. C'est un lieu qui me faisait absolument rêver. Nous avons une trentaine de nouveaux jardins qui sont rassemblés autour d'un thème. Un thème qui a varié tous les ans. Donc on a eu que d'eau, ricochet, le potager, il y a même eu l'érotisme au jardin. Cette année, c'est la biodiversité heureuse. Et nous avons aussi des invités qui n'émanent pas forcément du monde du jardin. On peut avoir des couturiers, des hommes de théâtre. On a cette année Loulou de la Falaise, qui est une grande créatrice de bijoux. On a Dominique Perrault, le grand architecte. Et ça donne un festival avec une grande variété de propositions. Depuis 1992, Chaumont est le rendez-vous de la création paysagère dans le monde. La biodiversité est souvent vécue de façon culpabilisante. C'est une thématique plutôt scientifique et nous avons voulu profiter de la visibilité du Festival des Jardins pour évoquer cette notion, cette perte de biodiversité. Et nous avons par exemple un jardin où on voit la nature sous perfusion, un autre où on voit des plantes dont les noms annoncent bien qu'elles ont disparu. Et ça, c'est la métaphore, l'image est toujours d'une très très grande efficacité. À Chaumont, nous avons tous les publics, ce qui est assez intéressant. C'est une sorte de laboratoire des publics, on pourrait le dire, puisque nous avons des amateurs de jardin, des gens qui aiment le patrimoine et qui découvrent que le Festival des Jardins est là. Nous avons des petits, beaucoup d'enfants qui participent à des ateliers et à des visites très spécialisées. Et donc, c'est cette mixité des publics qui fait, je crois, l'intérêt et le succès de Chaumont-sur-Loire. Les équipes sont composées de botanistes, de paysagistes, de jardiniers, de designers, de scénographes. Elles sont très pluridisciplinaires et ils travaillent en étroite collaboration avec nos jardiniers qui ont l'expérience et la compétence pour monter ce type de jardins qui sont à la fois des jardins et des mises en scène. C'est très lourd, nous travaillons beaucoup, je travaille beaucoup, mais ça n'est pas une souffrance. C'est un bonheur que de pouvoir donner à la fois toutes ces œuvres d'art, toutes ces propositions dans les jardins. Et c'est sans doute un des postes les plus extraordinaires qui soit. Direction à présent le sud du département de l'Indre et le parc naturel régional de la Brenne qui abrite l'une des plus grandes zones humides de France.
Au début, c'est le patchwork verdoyant du bocage, des landes et des prairies. Puis apparaissent les premiers étangs, et bientôt c'est une myriade de miroirs informes réfléchissant les humeurs du ciel. La Brenne des étangs est le paysage emblématique du parc naturel régional, écrin d'une biodiversité remarquable et véritable paradis ornithologique. Stéphane et Frédéric travaillent tous les deux au pôle nature du parc. Un parc naturel régional, et en l'occurrence celui de la Brenne, c'est assez simple, on décline nos actions autour du développement durable. Donc 3 axes, un axe économie, un axe social, culture et un gros axe nature. Donc on construit toutes nos actions autour de ces 3 piliers. Oh là, l'action de chasse, oh c'est impressionnant. Brenne a une énorme particularité, c'est qu'on est la 2e zone humide continentale française. Zone d'étang avec de la pisciculture, et puis tout autour après, des petits plateaux pour la culture céréalière, des zones de falaises sur la vallée de l'Anglin, sur la vallée de la Creuse. Mais la grosse particularité, c'est le côté zone humide en zone centrale du parc. Parmi les 2000 étangs de la Brenne, ceux de Foucault offrent un site particulièrement propice à l'observation des espèces animales. Salut Vincent. Salut tous les deux. Bonjour Vincent, ça va? Ça va, ouais. Tu as fait quelques observations Vincent? Il fait un petit peu chaud peut-être? Ouais, il fait déjà chaud là. C'est surtout plutôt l'heure des sistudes et de leur bain de soleil. On a 289 espèces d'oiseaux sur tout le territoire du parc, dont 150 nicheuses, 61 espèces de libellules différentes, alors qu'il y en a 92 en France. Donc il y a une diversité exceptionnelle. Le rôle que l'on a au parc, c'est de conjuguer les activités humaines, notamment l'agriculture, la pisciculture, des activités traditionnelles, avec le maintien de la biodiversité. À l'autre bout du parc, sur l'étang de la Roche-Chevreux, une équipe se prépare pour une étrange mission. On a depuis 3 ans maintenant un sérieux problème avec une espèce, l'écrevisse rouge de Louisiane, qui est apparue le vendredi 13 juillet. C'est une espèce exotique envahissante, donc elle va causer de lourds déséquilibres au milieu naturel, mais pas qu'au milieu naturel. Ça peut être aussi à l'activité économique, et je pense là cette fois-ci à la pisciculture. Introduite en France en 1976, l'écrevisse de Louisiane est aujourd'hui considérée comme un véritable fléau dans les zones humides. Capable de se reproduire très rapidement et de résister à des conditions extrêmes, elle ravage tout sur son passage, épuisant les ressources alimentaires les unes après les autres et détruisant les écosystèmes aquatiques. La lutte, c'est extrêmement important. On a créé une équipe de lutte. On a 4 personnes qui ne font que ça. Ça peut faire sourire, mais ils ne font que ça. Ils sont largement occupés. Ils ont, je crois, de mémoire, capturé 115 000 écrevisses en 2010. Et voilà, les belles écrevisses. Depuis 2007, on travaille à étudier un petit peu son comportement, puisqu'on sait maintenant qu'elle peut faire 17 km à pied en 3 jours sans avoir besoin d'eau. Donc on sait qu'elle n'a pas besoin de se développer uniquement dans l'eau. Elle peut partir à pince à travers une prairie. Et puis on travaille en ce moment sur un peu les contenus stomacaux des écrevisses pour savoir ce à quoi elles vont s'attaquer. On a fait la même chose sur des poissons pour voir si les poissons les mangeaient ou pas. Et avec tout ça, on est en train de construire maintenant un grand programme de lutte qui va s'axer sur le piégeage avec des nasses et on va le combiner avec un certain empoisonnement. Et en fait, ces 2 actions, piégeage et prédation par le poisson, on espère que ça va fonctionner. Au cœur du Bois Chaud, dans le sud du Berry, le château de Nohant reste à jamais la demeure d'une célèbre écrivaine. Entourée des membres de sa famille, elle repose dans le jardin de la maison où elle a grandi et écrit une grande partie de son œuvre. Cette écrivaine, au nom bien masculin, est l'une des femmes les plus illustres du XIXe siècle, George Sand, surnommée à la fin de sa vie la Bonne Dame de Nohant.
George Sand, né Aurore Dupin, va transformer la confortable maison noble de sa grand-mère en un haut lieu de la vie intellectuelle française. Tous les grands noms de la littérature et de la musique défilent à la table de Nohant, où l'écrivaine s'est réinstallée en 1837 après une vie parisienne tumultueuse. Le dîner terminé, les invités se retrouvent dans ce salon aux murs rehaussés de portraits de famille pour discuter et se divertir. Vers 1850, elle fait aménager un petit théâtre où se jouent les scénettes qu'elle écrit. Au dernier étage se trouve l'atelier de son fils Maurice, tour à tour féru de dessin, de peinture et de géologie. Il vivra toute sa vie avec sa mère, irremplaçable auteur de La Mare au diable et de La Petite Fadette. Entre 1951 et 1967, Châteauroux a accueilli le plus gros contingent de soldats américains en France. La cité de Bracieux fut spécialement aménagée pour les officiers. La Châtre est l'une des petites capitales de la culture berrichonne, riche d'une belle tradition musicale. L'instrument phare en est la vielle, et c'est Bernard, un breton, qui les fabrique. La vielle est un instrument orchestre. On retrouve les traces les plus anciennes de la vielle au XIIe siècle en Afrique du Nord. Ensuite l'Espagne, elle est remontée sur l'Europe en passant par la France, la Hongrie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie. Mais c'est en France qu'elle va subir le plus d'évolution et de transformation. On peut encore améliorer la vielle aujourd'hui, on y travaille sans cesse. Ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, ne correspond déjà plus à ce qu'on fabriquait il y a ne serait-ce que 3 années. Notre oreille, je dirais, se forme en même temps que nos connaissances. On a réalisé une vielle pour un chanteur américain qui s'appelle Ben Harper, qui est une personne qui s'intéresse aux musiques traditionnelles, pas seulement les nôtres, qui s'intéresse à toutes les musiques et qui est attiré par les sonorités de ces instruments-là. Donc sur la vielle, il y a cette roue qui est un archet qui, lorsqu'elle ne frotte aucune corde, ne produit aucun son. Je mets une corde en action et dès que cette corde est frottée par la roue, elle émet des sons. Je rajoute une deuxième chanterelle, donc j'ai ma section chant. Je rajoute les bourdons, qui sont les bases d'accompagnement. Je rajoute la trompette avec la section rythmique. Cet instrument a évolué, je dirais, entre guillemets, en se défolklorisant. Quand il y a eu le renouveau des musiques traditionnelles, des groupes ont utilisé la vielle, mais ça n'était plus du tout ni des groupes folkloriques, ni des musiques folkloriques, ou dites folkloriques. Nous poursuivons notre voyage berrichon de Bourges à Sancerre en passant par l'étonnant village de la Borne. La transition entre le bocage du bois chaud et la champagne berrichonne se fait par l'eau. Elle n'est jamais loin en Berry et s'écoule lentement à l'instar du temps.
pied du joyau gothique de la cathédrale, les marais de Bourges offrent une respiration au cœur même de la cité. C'est au XVIIe siècle qu'ils commencèrent à prendre leur forme actuelle, patiemment jardinés par les maraîchers, les marotiers. Aujourd'hui, près de 1000 jardiniers amateurs se partagent ces 150 hectares classés en 2003 au patrimoine naturel national. Aux portes de la Sologne du Cher et des collines du Sancerrois, voici le pays des potiers de la Borne. L'un d'eux y a bâti une cathédrale de plein vent, tout en tessons de bouteilles et en éclats de faïence polychrome. Sûrement l'un des lieux les plus insolites du Cher. Mais qu'est-ce qui rend la Borne si particulière? C'est peut-être qu'on y trouve des potiers comme David, devenu grand maître du thé. Le choc pour moi s'est fait il y a à peine 3 années, où j'étais invité en Corée dans un endroit très traditionnel. J'ai rencontré des potiers bouddhistes dans l'univers bouddhiste zen coréen. Je suis rentré et là je me suis dit faut qu'on boive du très bon thé. Ça m'apporte du calme, la méditation, le plaisir de découvrir des fragrances, des goûts, des odeurs. La manière dont je prépare ma terre est très importante pour le thé. Donc tous mes matériaux, je vais les chercher en carrière directement. Donc c'est des matériaux qui sont bruts. Du coup, la rencontre avec le thé, c'est direct. Il n'y a pas de transformation. C'est un rapport très sain. Depuis la nuit des temps, la Borne est un village de potiers. C'est aujourd'hui un lieu qui compte dans le monde de la céramique. Des gens venus parfois de très loin, comme David, s'y sont installés. J'ai un passeport français, je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et je me suis installé à la Borne. J'ai appris la poterie avec un Japonais au Québec. C'est déjà un mélange de cultures. Du coup, moi, j'aime toute la poterie. Je suis attiré, j'ai envie de faire. Et ça me plaît parce que je suis totalement libre. Je vois quelque chose, je veux le faire et je peux le faire. Et ça fonctionne. Tu vas faire du bois, non? Ouais. La Borne, ça a quelque chose de particulier pour les potiers occidentaux. C'est le village où il y a le plus de fours à bois en Europe. Quand on se retrouve devant un four à bois, lorsqu'on a mis ses pots et qu'on a allumé le four, et quand on sait qu'on va partir sur une cuisson qui va durer plusieurs jours, jour et nuit, on se retrouve à effectuer les mêmes gestes, avoir la même fatigue, certainement, que le potier il y a plus d'1 millier d'années. Je pense qu'il y a un rapport très animiste entre les matières, la terre, le bois, l'homme, l'eau. La dégustation du thé, c'est la rencontre avec quelqu'un. On peut faire le thé seul, là c'est la méditation. Avec quelqu'un, c'est vraiment une rencontre que l'on fait. Merci. Les coteaux du Sancerrois sont terre de vigne. Elles produisent entre autres ce vin blanc si réputé. Juché sur son piton dominant la Loire, le village de Sancerre fut l'une des citadelles du protestantisme et l'une des plus farouches. Ces vieux quartiers pleins de cachets offrent un dédale de rues sinueuses et charmantes.
Au nord de la région centre, l'Eure-et-Loir se confond souvent avec les paysages agricoles de la Beauce, dominés par l'imposante cathédrale de Chartres. Traditionnellement surnommée le grenier à blé de la France, la Beauce reste pour l'essentiel une étendue plate à vocation céréalière. Quelques happy few échappent toutefois à la monotonie des open fields. Chartres a depuis longtemps acquis la réputation de capitale du vitrail. Des ateliers prestigieux comme celui de Bruno y créent des vitraux nouvelle génération grâce à la technique du thermoformage. Le thermoformage permet de donner une forme, un relief ou une texture à un verre plat. Il offre ainsi aux artistes vitraillistes une grande liberté d'expression. Chartres est renommée dans le monde entier pour sa cathédrale gothique, l'une des plus homogènes de France et des mieux conservées. La richesse de la statuaire, on a recensé près de 4000 figures sculptées, n'a d'égal que la splendeur des vitraux. La cathédrale possède le plus vaste ensemble vitré du XIIIe siècle en France, remarquablement préservé grâce à de fréquentes restaurations dans les ateliers chartrains. Quant au légendaire bleu de Chartres, ce bleu cobalt limpide et lumineux, il ne reste visible que sur quelques baies du XIIe siècle. Aux confins de l'Île-de-France, le château de Maintenon évoque le souvenir de sa célèbre marquise, qui fut la dernière épouse du roi Louis XIV. L'aqueduc de Maintenon fut d'ailleurs construit pour capter les eaux de l'Eure afin d'alimenter les bassins de Versailles. Au nord du département, à quelques kilomètres de Dreux, l'étang d'Éclusel est le principal plan d'eau d'Eure-et-Loir. Cette ancienne carrière de sable est aujourd'hui fort appréciée des oiseaux. Nous quittons l'Eure-et-Loir pour le département du Loiret. La forêt d'Orléans, avec ses 35 000 hectares, est la plus vaste forêt domaniale de France. Elle n'est pourtant que le vestige de l'ancienne forêt des Loges, jadis 4 fois plus étendue. Non loin de Pithiviers, le charmant village de Yèvres-le-Châtel se blottit contre sa forteresse érigée sur ordre de Philippe Auguste vers 1200. Retour sur les bords de Loire.
Le château de Sully y a conservé son allure de forteresse médiévale. Demeure prestigieuse, il garde la mémoire de Jeanne d'Arc, de Sully, le grand ministre d'Henri IV, et de Voltaire. Le château marque l'entrée de ce Val-de-Loire, classé au patrimoine mondial de l'humanité sur 280 km en aval. Il marque aussi le point final de notre voyage en région centre.